Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition de Focus sur Focus Média Afrique qui réalise aujourd'hui une émission Focus Éducation avec Monsieur Rodias Mforgwe. Bonjour. Bonjour Marie. Merci de répondre à nos questions. Merci de m'inviter. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le promoteur de MNI Education, une maison d'éducation locale de qualité internationale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Merci. NMI Education est une maison d'édition locale, vous dites bien, de qualité internationale. Ça veut dire nous sommes locaux, mais nous n'avons pas de complexe, surtout. Parce que à un moment donné, les gens pensent que quand on est local, ça veut dire qu'on doit adopter une position d'infériorité parce qu'on dit on est africain, on est local. Et NMI n'a pas voulu se mettre dans cette posture-là. Surtout, de par ma personne et l'expérience que j'ai vécue dans ma carrière, j'ai travaillé pour une grande maison internationale, Cambridge University Press, où j'ai été directeur de Région Afrique pendant 19 ans. Donc, j'ai le flair de la qualité et de la qualité conventionnelle, la qualité internationale, la qualité qui est acceptée partout. Donc, notre objectif, notre mission, c'est rendre cette qualité-là, même comme nous sommes des Camerounais, des citoyens, des locaux, Camerounais, africains, nous voulons montrer au monde qu'on ne doit pas faire des choses de moins de qualité, on ne doit pas être médiocre parce qu'on est noir ou parce qu'on est africain. Alors, votre positionnement, d'aucuns pourraient qualifier cela d'élitiste, mais il est surtout qualitatif. Quand vous parlez de votre expérience, avec vous, on va aborder dans cette émission la question de la rareté du livre. Depuis le début de la rentrée 2020-2021 au Cameroun, les parents se plaignent, certains parents, de la rareté des manuels scolaires, une pénurie que l'on place sous le coup du retard des commandes. Qu'est-ce qui peut expliquer que chaque année, les parents font face à cette même difficulté et sans réel changement? D'accord. Je vais aborder le sujet de la pénurie, mais laissez-moi un peu commenter sur l'élitisme. Oui, ça peut prêter à cela, mais je ne peux pas dire tout à fait non, parce que l'éducation est quelque chose de très important. C'est pas que c'est élitiste, mais les gens doivent donner ce regard important à l'éducation. Et vous savez, ceux qui servent l'éducation comme des éditeurs, ils ne doivent pas aborder le service à l'éducation d'un point de vue négligent, amateur et tout cela. Donc, nous voulons montrer que l'éducation dont nous servons est si importante et qu'il faut être de grands pour le faire. Nous parlons là de la cultivation de la sagesse et de l'intelligence d'un citoyen ou bien d'une nation. Vous voyez, donc c'est un domaine où on devrait quand même aussi réserver à ceux qui sont compétents et qui sont engagés. Quand je parle de l'édition, qui est d'ailleurs un métier que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas, parce que les gens pensent que l'édition, c'est l'impression, c'est la même chose. Et quand je parle de l'édition, je dis toujours, pourquoi est-ce que ce n'est que dans l'édition qu'il faut trouver toute personne? Prenons par exemple, comme j'ai l'habitude de le dire, le domaine de la télécommunication. Oui. Ils sont combien au Cameroun? Ils ne sont pas nombreux. Peut-être 4. S'il faut pas, je ne sais pas moi, pour ne pas citer les noms, vous le savez, ils sont peut-être 4. Pourquoi est-ce que ce n'est que dans l'édition qu'il faut avoir une centaine? Parce qu'on laisse croire que c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Chacun peut se lever, créer son imprimerie, il devient éditeur. Et justement, c'est ce qui se passe. On commence aujourd'hui, on est enseignant, on fait une fascicule, ça se vend, on a un peu 5 millions, on décide de transformer le fascicule en quelque chose de 100 000 livres, et puis on fait un livre, on force, ça passe, et puis on dit qu'on est éditeur, on passe à une deuxième. Donc, c'est pas, il faut quand même des petits débuts à toute chose, je comprends, mais il faut davantage serrer. C'est un domaine aussi important. Il faut beaucoup de qualité. Il faut de la qualité, il faut de la capacité. Et c'est justement de cela que je peux donc toucher le point de la pénurie. Justement, la pénurie est là parce que c'est n'importe qui est dans le domaine. Comment ça? Comment ça? Parce que comment est-ce qu'un éditeur peut se permettre de proposer un manuel? Son manuel est agréé, peut-être 1 ou 2. Et il n'a pas pris le temps de mesurer
l'importance de ce qu'il est en train d'attaquer comme aventure. Parce que quand ton manuel agréé, un seul manuel, agréé pour peut-être le français ou les maths, SIL par exemple, pour le sous-système francophone, il vous faut, pour être vraiment conservateur, il faut faire peut-être imprimer dans les 200 à 250 000 exemplaires oui. pour ce titre. Ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Bon, maintenant, ce qui est dans l'ancienne politique, l'ancien contexte, avait l'habitude d'imprimer 5 000 et vendre en 2 semaines, prendre l'argent pour rentrer encore en imprimerie, se faire encore imprimer 5 000. C'est amateur, c'est justement cela. Mais maintenant, il se voit obligé d'imprimer 100 000, 200 000, 250 000. Il n'a pas de moyens. Et comme c'est un métier aussi qui n'est pas encore très bien connu et maîtrisé par des financeurs, ceux qui font dans le financement, les banques par exemple, mais il y a des banques qui ne veulent pas risquer dans un métier qu'ils ne connaissent pas et que chaque année, s'ils entendent parler pénurie, qui va mettre l'argent dans une aventure donc, qui est plein de problèmes tout le temps. Donc la pénurie vient du fait qu'il y a des amateurs dans le domaine, même s'ils ne sont pas amateurs, parce qu'amateur ça veut dire que tu ne fais pas bien. Oui. Donc s'ils traversent l'étape de l'amateurisme pour faire quelque chose qui est acceptable, il manque la capacité. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi un manque de politique, d'anticipation, de mise à disponibilité des livres sur le marché? Sinon, pourquoi le phénomène se répète au fil des ans et toujours avant, pendant les périodes de rentrée scolaire? Ok, je vais parler pourquoi ça se répète et si ce n'est pas manque de politique. Mais pour finir sur le point de la pénurie, oui. Ça ce que je disais, cela concernait les jeunes éditeurs locaux. Mais il n'y a pas de raison, je dis toujours et je le dis, il n'y a pas de raison à ce qu'un éditeur international, de la taille de certains qu'on connaît, oui. dont les livres ont manqué pendant très longtemps, pendant cette rentrée, ils n'ont pas de raison. Moi, je ne peux pas. Ils peuvent avancer toute raison qu'ils veulent avancer, mais je ne peux pas l'accepter. Parce que moi, je suis dans leur posture presque. Et dans mon pays, le Cameroun, j'ai plus de manuels au programme que ceux-là. Mais tous mes manuels sont disponibles. Et c'est quoi votre astuce finalement? Bon, mon astuce, c'est que d'abord, comme j'ai eu à le dire, mon première astuce d'abord, c'est que je suis sérieux et je prends ma nation au sérieux. D'abord, je suis Camerounais. Les enfants qui sont dans les écoles là sont soit mes enfants, mes neveux, mes nièces, mais ils sont tous d'abord Camerounais. Je me soucie aussi de ces enfants-là. Quel est le Cameroun que je veux pour les jeunes Camerounais de demain? Si je veux qu'ils soient éduqués, qu'ils ont la bonne éducation et que j'ai l'opportunité d'être agréé, il faut que je rende le livre disponible. D'abord, il y a une responsabilité sociale dans l'affaire que je dis toujours que les éditeurs qui n'intègrent pas le fait que c'est aussi une responsabilité sociale de rendre un service comme l'édition, vraiment ça, il faut rentrer au quartier. Donc ça, moi, je prends au sérieux. C'est ma qualité à moi. Donc d'abord, et c'est ça, c'est un de deux, j'ai une expérience de longue date. Pas seulement au Cameroun, sur le plan international. Donc, vous ne pouvez pas arriver en France ou en Angleterre, vous voyez même en Allemagne ou en Inde, à Dubaï, je ne sais pas moi, en Chine, en Afrique du Sud, dans tout le continent. Et vous parlez de l'édition du manuel scolaire. Et on ne vous demande pas si vous connaissez M. Fogwe. Parce que j'ai géré une trentaine de pays d'Afrique dans ce domaine-là, rencontrant des confrères éditeurs dans tous les pays, pendant les conférences, des séminaires, des foires de livres, et travaillant avec des distributeurs dans les différents pays où je les désignais partenaires. C'est moi qui étais en charge de désigner qui était partenaire pour Cambridge dans chacun de ces pays-là. Donc vous voyez un peu cela. Donc, à force de travailler, de cette expérience-là, je me suis créé quand même une crédibilité. Mais est-ce que le problème au Cameroun, à la base, en réalité, c'est pas aussi une sorte de tolérance vis-à-vis de ces éditeurs qui ne respectent pas le cahier des charges? Ok, on va parler de deux choses. Je n'oublie rien de ce que vous dites. On va parler politique, on va toucher cela et puis cette tolérance-là. Ok, donc voilà donc mon secret, si vous voulez, que j'ai quand même un bagage d'expérience qui joue. Et j'aime mon pays. Donc, ceux-là qui ne semblent pas avoir mesuré leur rôle dans la construction d'une nation, soit ils sont étrangers, parce que d'abord ça ne les concerne pas, ou bien sont nationaux, mais qui n'ont pas intégré ce phénomène de la construction nationale. Maintenant, la politique. Non, la politique y est,
mais il y a eu des évolutions. J'ai connu, je peux dire, 3 époques dans la politique, si je peux ainsi dire, de manuel scolaire au Cameroun. La politique dans les années 1990 et dans les années 2000 et après 2000. J'ai vécu ces 3 époques-là et je pense qu'il y a eu des avancements. Dans les 90, on partait avec un livre voir un inspecteur général et puis avec son inspection, il décidait si le livre de science était bon, il mettait au programme et puis ça se passait bien. Et dans les années 2000, il y a le nouveau conseil qui a été mis en place pour agréer les manuels. Et on a d'abord commencé à agréer 3 manuels au choix. Donc, dans chaque établissement, on devait choisir un seul parmi les 3. Et de nulle part, ce même conseil a explosé de 3 manuels à 5, à 7, à 8, à 10. Et ça a créé des problèmes. Je vais vous dire pour comment ces problèmes-là ont créé cet éternel problème de la pénurie. Je nous rappelle. Oui. Ok. Donc, et maintenant, ça crée ce problème et la concurrence qui vient là. Donc, comme il y a 5 manuels pour la même matière, 10 même parfois, l'éditeur a peur d'imprimer beaucoup de manuels parce que s'il imprime beaucoup, il n'est pas seul. Dans ce créneau-là, il ne va pas tout vendre. Donc, il imprimait un peu. Oui. Et quand son peu finissait, il n'imprimait plus, donc le manuel restait toujours indisponible. La période 90, c'est parce que les gens, certaines personnes étaient dans la situation du monopole, donc qui rendaient le manuel disponible ou pas, ça ne gênait personne, ça gênait d'autres personnes, sauf eux. Bon, maintenant, dans les années après 2010, il y a une édition endogène, une édition locale qui prend de l'envol, mais qui est fait aussi des amateurs, comme je dis, des gens qui manquent la capacité de produire. Et vous voyez donc que sur tout le long, l'éternel problème de pénurie doit être là. Parce que si ce n'est pas à cause de la concurrence et que les gens ont peur d'imprimer assez pour vendre, et que dès que c'est fini, ils ne veulent plus entrer dans l'imprimerie, c'est parce que peut-être dans la politique actuelle, il est seul et la quantité qu'il doit produire le dépasse en termes de financement. Donc, la tolérance dont vous parlez, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a trop de la tolérance? Je vais dire que la tolérance, dans la mesure où le nouveau conseil, par exemple, qui fonctionne dans la politique de manuel unique, n'a pas encore puni, n'a pas encore sanctionné un seul éditeur qui n'a pas rendu le livre disponible depuis 3 ans. Bon, on peut dire qu'il y a la tolérance et les gens s'en foutent. Ils font comme ils veulent. Ils font comme ils veulent. Et après, ils ne sont pas frappés sur les doigts par les responsables. Voilà, et donc ils se disent, ok, on n'a puni personne, je vais faire ma manière. Mais aujourd'hui, le principal doigt accusateur est pointé sur les éditeurs au cours d'un point de presse donné par le Conseil national d'agrément des manuels scolaires le 10 octobre 2020. Ici à Yaoundé, les raisons de la rareté de certains livres inscrits au programme cette année ont été attribuées aux commandes passées tardivement par les éditeurs. Alors, qu'est-ce qui vous empêche, les éditeurs, enfin je veux dire certains éditeurs, qu'est-ce qui les empêche de passer des commandes rapidement et pourquoi cette lenteur? La rareté, bon, qu'est-ce qui empêche, comme je dis, ça empêche aux autres, n'est-ce pas? Parce que NMA Education ne rien ne l'empêche. Moi, j'ai passé mes commandes à temps. J'ai eu tous mes manuels peut-être 3 semaines avant la rentrée. Je n'ai pas eu de problème. Mais connaissant le domaine, ce qui empêche aux gens de passer leurs commandes à temps, cela dont le manuel manque, c'est le financement, la capacité, c'est tout. Et puis maintenant, certains, ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas passé le manuel à temps. Ceux qui sont internationaux et qui ont les moyens, on sait que bien ils ont les moyens, les capacités. Ça ne peut pas être le fait qu'ils ont passé la commande tard. Ça, il y a autre chose quelque part. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais il faut qu'on demande à ceux-là de s'expliquer. NMI peut s'expliquer, mais il faut que chacun qui a ce taille, qui porte une grosse partie de ce marché, puisse appeler à donner une explication. Alors pourtant, avec l'application du système du livre unique, on pensait effectivement que les choses allaient nettement s'améliorer, aussi bien du côté des librairies avec la disponibilité que des parents qui vont acheter ces livres. Est-ce que ce système de livre unique serait-il lui aussi un frein aux activités des éditeurs? Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que c'est un avantage plutôt? C'est un avantage pour tout le monde. Moi, je vois la politique de manière unique comme une solution intégrale pour tout le monde. Oui. Où le parent aura le livre moins cher,
parce que l'éditeur passe son tirage, passe de 15 000, 10 000 à 50 000, 100 000, et forcément son prix à l'imprimerie baisse un peu, ou bien baisse, donc l'économie d'échelle comme on dit, donc ça devrait arranger le parent, arranger l'éditeur, ça arranger en même temps le libraire. Mais le problème c'est que le conseil semble rester au niveau de l'éditeur. Il semble chercher sa solution seulement au niveau de l'éditeur. Et c'est trop facile. C'est trop facile, puisque bon, l'éditeur là, on peut le cogner, mais le parent qui n'achète pas le manuel, pour qui on a baissé le prix, qu'est-ce qu'on fait de lui? Puisque maintenant, comme je vous parle, j'ai plus de 2 millions de manuels dans mes magasins. Non écoulés. Non écoulés, bien sûr. Mais les prix sont bas avec moins de 10 000 francs, moins de 12 000 francs, c'est dans environ 11 000. Vous avez tous vos manuels de la CIL. Pourquoi est-ce qu'un parent ne peut pas avoir tous ces manuels pour son enfant, pour la CIL, à 11 000 francs? Pourquoi? Les prix sont devenus moins chers, mais les parents n'achètent pas. Mais on est resté, le conseil se contente d'avoir baissé le prix chez l'éditeur. L'éditeur a des petites marges maintenant, mais comme il ne fait pas ces ventes-là, c'est là où vient même le plus gros problème, que personne ne voit pour l'instant. Parce que il fait le tirage compte tenu du fait que, bon, le prix est bas, mais le volume va le permettre de vivre. Et si personne ne trouve une manière d'amener les parents à acheter le manuel pour que le manuel soit disponible dans les salles de classe, pour qu'il y ait une éducation de qualité, d'abord on n'aura pas l'éducation de qualité, parce que les enfants n'ont pas de livres, donc la politique n'aurait servi à rien que de tuer l'édition locale. Je finis d'abord. Oui. De tuer l'édition locale parce que tous ces manuels que j'ai imprimés là, pour pouvoir répondre au prix réduit, je les ai dans les magasins invendus. Il faut que je paye. Oui. Maintenant quand je paye et que j'ai les manuels invendus parce que le parent n'a pas acheté, parce que le conseil a obligé que le prix soit bas, qu'est-ce qui devient de l'entreprise? Qu'est-ce qui devient de l'édition locale? Donc si on continue là où nous sommes en train d'aller là, l'édition locale ne va pas exister. On sera en train de fragiliser ceux qui doivent accompagner la politique. D'accord. On sort justement par cet aspect avant de prendre la pause. Il n'y a que 5 éditeurs en ce qui concerne le secondaire qui ont été retenus pour approvisionner le marché du livre au Cameroun pour cette année. Mais est-ce que la demande n'est pas très petite vue? Est-ce que, je veux dire, la demande n'est-elle pas très grande et l'offre très petite, 5 éditeurs pour le secondaire dans tout le Cameroun? Non. C'est pas très petit? Non, le secondaire dont vous parlez, c'est le lycée. Oui. Voilà, puisque vous savez, il y a le moyen, il y a le lycée, donc le collège, le lycée. Donc les 5, c'est pour le lycée. Et c'est pas petit. 5, c'est même peut-être beaucoup. Mais 5, je le dis avec joie parce que je reste le leader même dans ce segment-là au niveau du lycée. Oui. Et c'est un niveau où, quand un manuel agréé, dépendant de la discipline, le tirage, c'est dans les 40 000, 50 000. Pour nous autres, c'est pas tuant, mais il y en a qui souffrent toujours. Il y a un livre de maths qu'on cherche depuis qu'on ne voit pas, alors qu'il y en a un seul. Et nous, pour le lycée, nous avons, je pense, 14 titres, mais ils sont disponibles. Donc vous voyez, c'est pas le nombre d'éditeurs qu'il faut agréer, c'est ceux qui sont capables qu'il faut agréer. D'accord. Je propose qu'on marque une pause, M. Forgouet. On se retrouve dans la deuxième partie de cet entretien. À tout de suite. Health Horizon International présente un produit exceptionnel. Shape-Up contre l'obésité, support du suivi des maladies métaboliques, empêche l'absorption de la graisse, accélère l'utilisation des graisses stockées sans reprise et sans effets indésirables majeurs. Shape-Up, maigrir sans danger. Infoline 6 55 452 153 ou le 693 04 03 64. Shape-Up. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cet entretien, toujours avec notre invité, M. Rojas Forgouet, qui est le promoteur de MNI Education. C'est une maison d'édition locale de qualité internationale. Alors, dans la deuxième partie de cet entretien, nous abordons quelques aspects, notamment qui concernent la politique autour de la disponibilité du manuel scolaire toujours, mais également la dernière actualité à combat avec certains enfants qui ont été assassinés par des personnes en cabale. Alors, est-ce que ces éditeurs, les éditeurs en date du 12 octobre, reconnaissaient que tous les manuels
n'était pas encore disponible. Et selon Marcelin Vunda et toi, qui est le secrétaire permanent du Conseil national d'agrément du manuel scolaire au Cameroun, ceci est dû au retard dans le transport, au manque de ressources financières et même de l'inexpérience dans les procédures d'importation. Alors, est-ce que la situation, vous qui êtes un éditeur, est-ce que la situation s'est déjà rétablie sur le marché? Avant de dire si la situation s'est déjà rétablie, c'est intéressant de voir que c'est le secrétaire permanent lui-même qui le dit. Or, c'est des choses qu'il aurait dû savoir avant d'agréer ces manuels. Naturellement. Voilà. Puisque je sais que tous les éditeurs ont des fiches d'identification qui soumissionnent, qui présentent au conseil. Peut-être que le conseil n'a pas pu véritablement cerner et identifier qui est vraiment éditeur pendant les 3 années en fonction. Et ce serait le temps maintenant, là, après 3 années, d'essayer de revoir leur approche de sélection et d'agrément de manuels. Cela dit, je pense que la situation, puisque je n'entends plus trop parler, je pense que la situation s'est rétablie parce que les libraires m'appellent tout le temps, même si ce n'est que pour me donner des informations, même ce qui ne me concerne pas. Vous savez, quand vous êtes le joker, si je peux ainsi dire, les gens ont envie de vous donner des informations dont vous avez besoin, parce qu'ils savent aussi que quand je milite pour le secteur, pour tout le monde, pour le profit de tout le monde. Donc, la situation est devenue un peu stable. Je souhaite que ça continue comme ça, parce que connaissant comment certains fonctionnent, comme je disais tantôt, ils rendent le manuel disponible de manière intermittente. Donc, ils vont imprimer 5000 et mettre dans le marché. Donc pendant une semaine, vous voyez que le manuel est disponible. Et la semaine d'après? La semaine d'après, c'est fini parce qu'ils n'ont pas pu imprimer la quantité qu'il faut. Et quand on rentre dans l'imprimerie, c'est pas en quelques jours qu'on sort le manuel. Est-ce que les changements observés dans les listes des livres au programme pour l'année scolaire 2020-2021 n'a pas aussi mis en difficulté certains éditeurs que vous êtes? Alors nous savons par exemple qu'avec la nouvelle approche pédagogique que doivent contenir les ouvrages à la maternelle et au primaire par exemple, les nouveaux programmes ont été validés en 2018 et c'est seulement en 2019 que les éditeurs ont été appelés à produire les manuels selon l'approche par compétence aussi. Les 3 livres de la maternelle de 2 sous-sessions et les manuels du niveau 1 du cycle primaire ont aussi changé. N'est-ce pas aussi là ce qui vous a mis en difficulté, vous les éditeurs? Non, parce que je pense que c'est quelque chose qui se passe de très bien entre le conseil d'agrément de manuel et le monde de l'édition ou des éditeurs. C'est qu'il y a une communication et un dialogue qui se passe, véritablement parlant, parce qu'il faut comparer 2 choses pour savoir si les choses sont améliorées. L'ancien conseil s'en foutait des éditeurs. Vous voyez seulement l'appel d'offres, la manifestation d'intérêt, et vous déposiez le livre, vous attendiez le résultat. Ceux-ci communiquent au moins, et ils cherchent à vous donner le programme eux-mêmes et tout cela. Dans le passé, ce n'était pas ça. Mais ce n'est pas le changement de programme qui a fait qui cause problème. Parce qu'au niveau secondaire, l'approche par des compétences est en place depuis 2014, je pense. Et donc en 2018, il a été très facile pour le conseil d'agréer les manuels déjà qui respectaient l'approche par les compétences. Et comme mon édition, déjà mes publications respectaient déjà l'approche par les compétences 2014, je me suis retrouvé leader parce que mes manuels étaient plus adaptés. Parce que je respectais l'approche par les compétences, alors que certaines personnes se trouvaient dans la liste passant par des manières à l'époque qui se faisaient, alors que le livre ne répondait pas à cette approche par les compétences. Et puis en 2018, l'approche par les compétences est annoncée au niveau primaire, maternelle et tout le cycle de primaire d'ailleurs. Et il était question de lancer même l'édition pour tout le cycle, de la CI jusqu'en CM2. Mais c'est le nouveau ministre, le professeur Laurent Etoundi, quand il vient, et heureusement qu'il l'a fait, il dit non, on ne peut pas changer tout le manuel de tout le premier cycle. Donc niveau 1 d'abord. J'imagine que s'il ne faisait pas ça, je peux imaginer combien ça allait être difficile. Si déjà, pour le niveau 1 seulement, les éditeurs n'arrivent pas à s'en sortir, qui allait éditer le manuel de la CI jusqu'en CM2. Donc, il prescrit d'abord pour le niveau 1. Et c'est en 2018, on nous annonce qu'en 2019, le programme sort en 2018. En 2019, on nous dit que vous avez 1 an pour préparer le manuel
pour agrément. Oui. Voilà, donc nous avions 1 an, ça n'a pas créé de problème. Et on a subventionné le manuel. 1 an, c'est suffisant? 1 an, c'est suffisant. D'accord. Pour chacun, hein, de tailler à sa mesure ce qu'il veut faire. Et nous, on a choisi de faire dans toutes les disciplines. On n'est pas obligé. Pendant 1 an, vous pouvez choisir de faire 3. En tout cas, vous faites en fonction de vos moyens. Voilà, également. justement. Alors, qu'est-ce qui empêche le Cameroun de réaliser sur place ses propres manuels scolaires? Pourquoi doit-on toujours importer des manuels pour l'éducation de nos enfants? Très, très belle question. D'ailleurs, l'édition, ce qui est local, c'est le contexte et le contenu du manuel et la culture qui est transportée dans le manuel. D'accord? Tant que cela est local, peu importe là où l'éditeur se localise. C'est-à-dire, on peut être au Tchad, mais on édite pour le Cameroun parce que le livre qu'on fait pour le Cameroun est rédigé ou bien écrit par les auteurs camerounais, les illustrations sont faites par les Camerounais et les illustrations sont camerounaises, ça reflète la culture camerounaise, c'est l'essentiel. Bon, maintenant, l'impression, nous n'avons pas une industrie forte de l'imprimerie. Pourquoi ne pas la mettre sur place, bon, localement? Il faut des moyens. Vous, par exemple, vous avez des moyens. Vous avez les moyens de votre politique. Pourquoi ne pas pouvoir vous les moyens de la politique d'une imprimerie moderne. Je vais vous dire la différence. La seule imprimerie que j'ai visitée au Cameroun, par exemple, qui ressemblait à une imprimerie qui peut essayer de faire certaines choses pour certains éditeurs et pas pour NMI, c'est l'imprimerie nationale. Sopecam, c'est l'imprimerie nationale. Voilà. Ils ont de bonnes machines. Mais je suis désolé, leur fonctionnement archaïque. Je veux dire qu'ils ne fonctionnaient plus. Donc, ceux de privé, vraiment, ne peuvent pas travailler. Ils n'ont pas la rapidité, la spontanéité, la fluidité. Tu es en train de travailler avec un directeur commercial qui doit être validé à une facture pro forma, mais qui te dit depuis 1 semaine qu'il n'arrive pas à avoir le responsable qui doit signer la facture pro forma, ou bien tu parles à tel directeur qui doit attendre la validation de tel autre qui n'est pas disponible. Donc, on ne peut pas fonctionner comme ça. Je n'ai pas pu, je vais signer une commande, je n'ai pas pu. Bon, maintenant, mes tirages à moi, NMI Education, je travaille avec les partenaires, les imprimeurs, ils sont 4 actuellement. Chacun d'eux a la capacité de me tirer 50 000 exemplaires par jour. Le tirage, pas le façonnage. Oui. Donc maintenant, déjà, mais alors, si je donne 50 000, une commande de 50 000 à un imprimeur local, je vais peut-être prendre 1 an. Non, je veux dire la vérité, allez essayer. Donc, il n'y a pas de capacité dans l'industrie d'imprimerie ici pour tenir et accompagner cette politique de manière unique. Nous allons sortir dans quelques instants de cette entretien. Mais j'aurais voulu faire un point là-dessus, encore un autre point, oui. Pour dire ça n'empêche qu'on puisse protéger l'édition locale pour des locaux. Voilà. Parce que dans d'autres pays, ça s'est fait. Il ne faut pas ouvrir l'industrie à tout le monde. Parce que, je ne sais pas moi, je n'ai pas de raison, je connais pas de raison quand on est libéral, on est ceci. Je vous dis par exemple, je participe dans un appel d'offres de soumission de manière au Sénégal par exemple. Mais le local, le Sénégalais, il est devant moi déjà d'office, avant de rendre le résultat, je sais qu'il est devant moi de 15 points, parce qu'il est national. Ils appellent ça la préférence nationale. Donc moi je pense qu'il est temps de protéger les industries locales pour des locaux. D'ailleurs, n'est-ce pas, je pense que c'est ce que le gouvernement dit à travers le Mincommerce, où on dit consommer camerounais. Donc, il est temps de trouver la bonne politique qui marche pour la protection de l'industrie locale pour les locaux. Nous allons bientôt sortir de cet entretien, mais parlons un tout petit peu de la rentrée scolaire sous le choc pour les parents et les enfants dans le sud-ouest Cameroun. À Kumba, plus de 6 enfants ont été assassinés par des individus encore en cabale. Qu'est-ce qui peut expliquer de telles atrocités sur des enfants qui ne demandent qu'une seule chose, aller acquérir des connaissances? Comme vous ne le savez, rien. Mes condoléances à toutes ces familles éprouvées, mais il n'y a pas d'explication. Je n'ai jamais compris ce qui se passe. Je sais que dans toute société, on peut parler de l'injustice. Mais ceux qui se érigent comme ceux-là qui veulent combattre la justice, pour ceux-là qui disent être dans l'injustice, se retrouvent dans l'injustice, ne peuvent pas être en train de tuer les leurs en disant qu'ils sont en train de les défendre. C'est atroce. C'est atroce. Je ne peux pas comprendre cela. Que c'est vous qui kidnappez vos parents même. Vos parents, vos frères, vos soeurs, vous demandez la rançon, vous tuez vos enfants dans les écoles. En quoi est-ce que cela vous apporte de la justice ou bien de l'indépendance? Donc c'est insensé,
c'est criminel. C'est tout ce que je peux dire. Alors, vu le choc et le traumatisme, Ouais. pensez-vous que l'année scolaire 2020-2021 dans le sud-ouest vient de prendre un sérieux coup? Est-ce que ces enfants, ces parents et ces enseignants pourront tenir tout le long de cette année? Je pense que c'est un choc réel qui va déstabiliser la rentrée qui commençait plutôt bien. Ça va le déstabiliser, mais ça ne fasse pas le fait totalement qu'au moins il y a eu une lueur de rentrée dans ces deux régions qui ont souffert pendant très longtemps, pendant 4 ans déjà. Et aussi cela démontre que les parents veulent que les enfants aillent à l'école. Malgré l'incertitude, malgré l'insécurité, ils veulent que les enfants soient à l'école. D'après vous, que faut-il faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire en dehors de ce que tout le monde souhaite, qui est la paix? Que chacun prenne ses responsabilités. Je pense que le gouvernement est là pour la protection de tout le monde. Je ne sais pas, je n'ai pas les stratégies pour stopper cette paix, pour stopper ces atroces et amener la paix, mais je pense que le gouvernement est assez compétent pour chercher la paix pour la nation. D'aucuns font le reproche au gouvernement, par exemple, d'avoir mené des campagnes pour demander aux parents de faire entrer les enfants à l'école sans s'assurer d'un cessez-le-feu réel dans cette partie où aujourd'hui les enfants en payent le prix. Est-ce que vous pensez que dans ces assassinats, l'État n'a pas aussi sa part de responsabilité à l'intérieur? Parce que mener des campagnes pour demander aux parents de faire revenir les enfants à l'école sans s'assurer que les armes ne crépitent plus dans ces endroits, c'est forcément mettre en difficulté les vies des enfants. Je ne saurais comment répondre. Je ne suis pas politicien, mais je vais puiser de ma bonne raison, mon bon raisonnement. Je pense que la sécurité d'une nation revient entre les mains du gouvernement et de la population. Je disais à ceux de mon village, par exemple, que vous connaissez ces enfants, vos enfants là qui sont dans ce truc, et ils habitent parmi vous. Mais dénoncez-les ou bien dites-les d'arrêter. Oui. Vous voyez un peu. Donc, je ne sais pas combien de gens sont dans l'armée camerounaise et comparé à la population camerounaise dont a besoin de la sécurité pour dire est-ce que l'État peut assigner un agent de sécurité à chaque famille. C'est difficile, c'est compliqué. Donc je pense que c'est la responsabilité de tout le monde, de la communauté et de l'État. Et dans la communauté maintenant, il y a la commune, il y a les maires, il y a les sous-préfets. Je pense que la structure gouvernementale est assez vaste pour qu'il y ait une collaboration entre les administrateurs locaux et la population. Je ne sais pas où le problème continue de passer tout le monde, mais il faut aussi que peut-être, moi en même temps, je crois en Dieu, peut-être il faudrait que les gens, quand moi je suis buté à un problème, je rentre à Dieu, je demande comment est-ce que je dois agir. Et il vous oriente. Il m'oriente, bien sûr. Donc, puisque c'est celui le tout-puissant, celui qui connaît tout. Mais si l'État est bloqué, la population est bloquée, tout le monde ne connaît plus d'où vient la solution, qu'on essaie de revenir à Dieu tous ensemble et voir s'il ne va pas nous diriger. Merci infiniment, M. Rodias Forgoué. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le promoteur de MNI Education, cette maison d'édition. Alors, on sort très rapidement de cet entretien par la disponibilité de vos livres. Est-ce que si on vient ici, on va trouver des livres que vous distribuez? Est-ce que si on vient ici, on va trouver des livres? Non, où peut-on trouver les livres que vous avez au programme? Ne venez pas ici, c'est la direction, c'est là où je réfléchis tout ce que je fais. Oui. Mais les livres sont faits pour être dans les librairies et dans les fins fonds du pays. Aller à Kousseri, aller à Maroua, aller à Bamenda, à Boyakumba, partout les manuels sont disponibles. Nous avons notre distributeur, nous avons 2 distributeurs au pays. Oui. Oreb Solutions qui a des agences dans 4 régions avec des grands entrepôts, et donc ils assurent la disponibilité de nos manuels, et ils ont des relais dans d'autres régions où ils ne sont pas présents eux-mêmes. Et nous avons aussi Pressbook qui assure la distribution surtout dans la partie anglophone. Voilà, donc nous sommes bien organisés pour que nos manuels agréés soient disponibles partout dans le pays. Un vaste réseau de distribution en tout cas. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. C'est la fin de cet autre entretien de Focus sur Focus Média Afrique. Merci à l'équipe technique conduite par Gilles Noubissi. On se retrouve bientôt avec un autre invité. D'ici à là, continuez de suivre l'actualité sur nos différentes plateformes, sur notre site internet, sur notre page Facebook, sur notre Twitter.
également. On se retrouve bientôt avec un focus sur notre prochain invité. À très vite.